Nous allons donc examiner, je l'espère, adopter cette modification du règlement, alors que, disons-le franchement, je pense que dans l'esprit des Français, en tout cas d'une majorité de Français, nos institutions apparaissent très souvent figées et même sclérosées. Et comme on peut souvent le dire, les grands équilibres, à moins d'ailleurs que ce ne soit les grands déséquilibres de la Ve République, perdurent depuis plus de 50 ans et n'ont jamais fait l'objet de réformes profondes, même si la Constitution elle-même a été maintes et maintes fois amendée, en quelque sorte. J'ai tendance à dire que la devise réelle, ou en tout cas le résumé du fonctionnement de nos institutions pourrait être dit en 3 mots. Il faut laisser le président présider, le gouvernement gouverner et le Parlement parler. Mais justement, nous considérons que le rôle du Parlement n'est pas, en tout cas pas simplement de parler. Et s'il doit parler, c'est parler utilement pour légiférer, pour contribuer, il n'est pas le seul bien sûr à être à la source de la loi, mais contribuer à une production législative de qualité et également bien sûr agir pour un contrôle de l'action du gouvernement et de l'administration. Et reconnaissons-le, nous en sommes encore loin et si cette réforme du règlement peut contribuer à nous rapprocher de cet objectif de fond, il faut naturellement la soutenir et c'est ce que nous ferons car cette proposition de résolution va permettre, modestement, mais va permettre d'améliorer le travail parlementaire. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement de réforme par étapes. Je crois que c'est le président Urvoas tout à l'heure qui a dit qu'il valait mieux les petits pas que l'immobilisme. On pourrait peut-être parfois faire un peu plus que des petits pas, mais reconnaissons que ces dernières années, il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies. Il y a eu la réforme constitutionnelle de 2008. Je le dis d'autant plus que nous ne l'avions pas soutenue globalement, mais certains aspects étaient positifs, de même que la réforme du règlement qui s'en est suivie, notamment le fait d'examiner dans notre Assemblée, en séance plénière, les textes tels qu'ils ont été amendés par les commissions, pour valoriser vraiment le travail des commissions. Bien sûr, il y a la loi sur le cumul des mandats, la limitation stricte du cumul des mandats pour les parlementaires, qui, même si elle ne sera appliquée qu'à partir de 2017, est évidemment une réforme majeure qui aura beaucoup de conséquences positives pour le renforcement de notre Parlement. Et il y a eu aussi la loi l'année dernière sur la transparence de la vie politique qui a introduit davantage de déontologie dans les pratiques de nos institutions. Le texte de cette réforme du règlement est le résultat d'une concertation de plusieurs mois souhaitée par vous, Monsieur le Président, qui s'est concrétisée par un groupe de travail réunissant d'ailleurs des représentants de tous les groupes parlementaires. Et il convient de saluer tout à la fois ce travail et l'état d'esprit dans lequel, Monsieur le Président, vous avez conduit ces travaux. Je voudrais d'entrée de jeu dire que ce qui va dans le sens des renforcements des pouvoirs du Parlement, et ce qui est souvent d'ailleurs d'abord le renforcement des droits de l'opposition, c'est souvent comme ça qu'on mesure si on renforce les droits du Parlement, va évidemment dans le bon sens. Le président Urvoas a indiqué comment on allait consolider un fonctionnement plus équilibré de notre Assemblée avec, par exemple, le rôle de co-rapporteur pour l'opposition. C'est une avancée importante sur les textes de loi qui seront examinés, mais aussi la réaffirmation d'un droit de tirage, comme on dit, donc d'un véritable droit de création de commissions d'enquête parlementaires pour l'ensemble des groupes, sans que ce droit soit finalement soumis au veto du groupe majoritaire, ce qui était le cas dans le précédent mandat et, reconnaissons-le, la tentation a pu exister également depuis 2012. Il y a pêle-mêle d'autres dispositions qui vont dans le bon sens. Je le disais, nous sommes attachés au groupe écologiste à ce qu'on fasse progresser chaque fois que c'est possible la déontologie, ce qui passe par la transparence. Et de ce point de vue, le fait de reconnaître le déontologue dans notre règlement est une bonne chose. Cette création d'un déontologue de l'Assemblée dans le précédent mandat était une avancée, mais n'avait pas de reconnaissance officielle. Et le fait que
certains amendements qui ont été adoptés en commission renforcent la transparence sur, par exemple, les représentants d'intérêts, est une bonne chose. De même que nous aurons peut-être à y revenir dans les débats, donc je le dis un peu à titre préventif, si je puis dire, la transparence sur les scrutins publics. Et ça peut paraître un peu anecdotique, mais nos concitoyens ont le droit de savoir qui vote quoi, bien sûr, et c'est le propre de nos scrutins publics, mais qui a voté pour qui. Et je rappelle d'ailleurs que c'est comme une règle à la base de tout fonctionnement démocratique. D'ailleurs, nos concitoyens, lorsqu'ils donnent procuration à quelqu'un pour voter en leur nom à une élection, eh bien, chacun peut aller vérifier sur le registre d'émargement des scrutins qui a voté pour qui. Non pas qui a voté quoi, puisque le vote est secret pour nos concitoyens, mais qui a voté pour qui. Et d'ailleurs, c'est une disposition qui existait avant 1993, je crois, donc il n'y a pas de raison de ne pas entériner dans nos débats en séance ce qui a été fait en commission. Le fait de renforcer les prérogatives de certaines commissions va également dans le bon sens, parce qu'il est souvent de tradition, c'est un peu une ligne de défense parfois d'un certain nombre de collègues parlementaires, de justifier la faible présence dans l'hémicycle. Je ne dirais pas que pour cette réforme c'est particulièrement important, mais tout de même, on en a encore un exemple cet après-midi, par un travail intense en commission. Mais encore faut-il que le travail en commission soit amélioré. Et le fait de créer un rapporteur général au sein de la commission des affaires sociales pour notamment le budget de la sécurité sociale, c'est une bonne chose, puisqu'on a déjà ce fonctionnement qui donne satisfaction, qui est aussi une source d'équilibre entre la majorité et l'opposition au sein de la commission des finances. Il y a cette question de la limitation du nombre de questions écrites. Et je trouve que c'est une illustration, là aussi, des dérives qui peuvent exister dans cette idée que le Parlement n'est là que pour parler. Et cette inflation du nombre de questions écrites, qui est d'ailleurs directement la conséquence d'un certain nombre de moyens de travail informatiques et électroniques, qui évidemment rendent la chose extrêmement simple, et ce n'est même plus du staccanovisme, parce qu'on pourrait dire que le staccanovisme est une forme de travail intensif, mais c'est en fait un dévoiement du principe d'interpellation par question écrite du gouvernement, et l'inflation du nombre, cette dérive quantitativiste, est évidemment quelque chose qui nuit à la qualité de nos travaux et ce qui permet au gouvernement de justifier qu'il ne répond que très partiellement aux interpellations pourtant bien légitimes des députés. Donc le fait de limiter le nombre de questions écrites est une très bonne chose et je crois que celles et ceux qui abusent de ce dispositif pourront tout à fait rentrer dans un cadre tout à fait raisonnable. Le fait que, là aussi, ça peut paraître un peu à côté de nos travaux parlementaires, mais c'est important de le dire, y compris publiquement, en séance, qu'il y ait une reconnaissance d'une forme de statut pour les collaborateurs parlementaires dans notre règlement. Il reste encore beaucoup de choses à construire, mais que cela soit affirmé dans notre règlement, nous pensons que c'est une excellente chose et que cela ouvrira une forme de négociation sociale au sein de notre Assemblée, ce qui est bien légitime vu le nombre de personnes qui travaillent pour les députés. Et il faut, chaque fois qu'on en a l'occasion, saluer leur travail à nos côtés, parce que nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons sans l'aide de nos collaborateurs. Et au-delà de cela, je voudrais dire maintenant qu'évidemment nous regrettons un peu que sur l'élan réformateur que vous avez lancé, Monsieur le Président, dans nos pratiques à l'Assemblée nationale, on se soit heurté aux limites constitutionnelles et au fait que certains groupes de l'opposition, notamment le principal groupe d'opposition, refuse de façon systématique toute réforme de la Constitution, alors qu'il y a des vrais sujets qui sont récurrents. Le diagnostic est connu, le remède sans aucun doute aussi, et pourtant on ne le fait pas. Je pense à l'article 40 qui conduit à bloquer beaucoup le droit d'amendement alors qu'il était fait pour limiter le déficit budgétaire. Chacun a vu qu'il était d'une inefficacité totale en la matière. En revanche, il entrave au quotidien le droit d'amendement. L'application de cet article 40 est également sujette à caution et nous y reviendrons sur un certain nombre d'amendements qui permettraient de clarifier les choses. Pour finir,
Je voudrais dire un petit mot sur la Commission des affaires européennes, car certains collègues ont déposé entre la Commission et la séance des amendements qui conduiraient à faire de cette commission une commission non plus transversale, mais une commission permanente. Cela mérite réflexion, discussion, et nous souhaiterions que ces amendements soient retirés pour que le travail puisse avoir lieu dans le même état d'esprit que celui qui a été initié par vous, Monsieur le Président, pour cette réforme du règlement. Voilà pourquoi, mes chers collègues, le groupe écologiste accompagnera naturellement cette réforme, la soutiendra et proposera un certain nombre d'amendements complémentaires de façon à la renforcer. Merci de votre attention.